auditeurs, auditrices, bonjour. Nous lançons un podcast pour les parents qui s'appelle Connaissez votre règne de soleil, permettre à tous les parents de mieux connaître leurs enfants. Dans ce premier numéro, nous accueillons Sandrine Lomar, psychosociologue et directrice de la Soft Skills Academy du groupe ISM. Bonjour Sandrine. Bonjour Fatou, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir de t'avoir invité pour ce premier numéro. Et comme tu es en contact fréquent avec les enfants, je pense que tu seras plus à même de savoir l'impact que les technologies de l'information et de la communication ont sur eux, d'où l'importance de notre thématique d'aujourd'hui qui s'articule autour de danger de l'écran sur le développement de l'enfant. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine? Et selon toi, pourquoi l'écran est si dangereux pour les enfants? Alors, merci Fatou, merci de m'avoir invité pour traiter à tes côtés de ce sujet ô combien important dans nos humanités que j'aime décrire comme des humanités digitalisées, où si on ne fait pas attention, nos enfants sont malheureusement les premières victimes. Je parle de victimes parce que utiliser les écrans, ça s'apprend. C'est un outil auquel on n'échappe pas. C'est un outil aujourd'hui qui fait partie de notre quotidien, mais c'est un outil qu'il faut apprivoiser et dont il faut maîtriser en tous les cas les impacts sur nos vies et en particulier sur nos enfants. Nos enfants aujourd'hui sont ce qu'on appelle des digital natives. Contrairement à moi, par exemple, qui est la cinquantaine presque, je suis une migrante dans le digital. Je ne suis pas née avec le digital. Et alors, tu vois, et c'est là la difficulté par rapport, par exemple, à des personnes de ma génération qui ne sont pas nées avec le digital et qui donc sont confrontées à cet outil numérique sans en connaître l'utilisation réelle et qui n'échappent pas, en fait, à remettre cet outil entre les mains de leurs enfants. C'est aussi, tu vois, et c'est aussi une problématique pour les jeunes aussi qui aujourd'hui ont des enfants et qui n'ont pas appris à vivre sans leur téléphone et qui, du coup, mettent leurs enfants très tôt dans le téléphone ou devant un écran, parce qu'il y a d'autres écrans que le téléphone. Tout à fait. Alors oui, si tu permets, je parle de victimes, parce que j'aime à dire que quand on ne sait pas se servir d'un couteau, par exemple, un couteau, ça coupe. Quand on ne sait pas s'en servir, on ne le donne pas à son enfant. Et l'écran aujourd'hui, si le parent n'en prend pas conscience, va en effet entraîner des vraies problématiques dans le développement de l'enfant. Et cela de différentes manières. Un enfant qui passe trop de temps sur un téléphone ou une tablette ou un écran, voilà, sur très souvent des chaînes YouTube, parce que c'est souvent ça, va rencontrer des difficultés d'abord sur le plan cognitif. Et on le remarque. On remarque chez ces enfants qui sont de forts consommateurs de l'écran, des problématiques notamment en termes de développement du langage. D'accord. Parce que forcément, tu vois, un enfant qui passe 2 heures sur un écran va être limité, ou en tout cas le temps consacré à la communication verbale va être limité. Il va être consommateur d'images, donc il ne va pas utiliser le langage, donc il ne va pas développer le langage. Tu vois, et autre chose aussi, c'est que l'utilisation excessive des écrans va entraîner chez l'enfant, va entraver en tout cas chez l'enfant son développement de la créativité. On est des êtres humains. L'humain est créatif. Il doit être capable de créer, d'innover, d'imaginer. Et en donnant à l'enfant un écran, on lui coupe sa capacité d'imaginer les choses. On lui coupe sa créativité. Et ça se répercute après dans ses résultats scolaires. Parce que, voilà, il ne sait pas s'exprimer, il n'est pas créatif. Sur le plan social aussi, c'est un vrai souci, parce qu'il y a un vrai problème de socialisation aussi par rapport à l'enfant qui, très tôt, est mis devant des écrans. Il va s'isoler, en fait, et il va éviter d'être en interaction. Donc, le jour où il va rentrer à l'école, si on parle des petits, il aura de réelles difficultés à être en lien avec les autres.
Et donc, il aura des problèmes concrets de rejet de l'autre. Et très souvent aussi, c'est des enfants qui sont, tu les vois dans les salles de classe, ils sont d'abord très peu concentrés. Toujours C'est au très fond. compliqué pour un enseignant aujourd'hui de maintenir de l'ordre et voilà, toujours au fond. Et surtout, ils ne sont pas en interaction. Même dans les cours de récréation aujourd'hui, ils sont seuls. Ils ont de plus en plus de mal à être en lien, les enfants. Donc voilà déjà c'est ce que je peux te dire par rapport à certains impacts de cette utilisation excessive des écrans chez les enfants. Et encore une fois, utiliser des écrans, ça s'apprend. Ça s'apprend. D'accord. Je pense que tu as été assez clair sur les inconvénients, en tout cas, d'exposer les enfants euh, devant les écrans. Donc, ça peut les pénaliser leur développement. Et comme tu as dit, beaucoup de parents n'en sont pas conscients. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour eux, c'est un moyen juste de, entre guillemets, se débarrasser de l'enfant, de l'occuper, alors qu'à côté, ils sont en train de bloquer plusieurs de ces facteurs qui pourraient l'aider dans son développement personnel et avec les autres également. Et ce qui me vient à me demander, est-ce que le parent aujourd'hui, même s'il n'est pas conscient des dangers qu'il est en train de poser en exposant son enfant à un écran, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent lui montrer que mon enfant est en train de développer certaines caractéristiques ou autres au point, en tout cas, et au point de devenir asocial peut-être ou autre. En tout cas, est-ce qu'il y a des signes qui montrent que l'enfant est en train d'utiliser excessivement l'écran? Alors, si tu peux me permettre juste de rebondir sur tes propos au démarrage, quand tu disais qu'en effet, les parents, en fait, c'est une façon, en tout cas, de... Voilà, quand tu interroges les parents sur cette problématique de pourquoi ton enfant est devant un écran, souvent les parents nous répondent que c'est un enfant qui est instable et qu'il n'y a que l'écran qui peut le calmer. Alors, moi, si tu le permets, il y a des signes, bien sûr, qui permettent aux parents de se rendre compte que l'enfant a des problématiques dues à l'écran, mais avant tout, j'aimerais insister sur le fait que quand on donne la vie à un enfant, on a une responsabilité. On ne donne pas la vie sans avoir de responsabilité. Avoir entre nos mains la vie de quelqu'un, c'est pas anodin. Et il faut pas oublier que les parents sont les premiers agents de socialisation de l'enfant. Dans la vie, on a deux étapes de la socialisation. La socialisation dite primaire et la socialisation secondaire. Dans la socialisation primaire, qui consiste en fait aux premières étapes de la vie, nos premiers référents, nos premiers modèles, les personnes qui vont en tous les cas nous guider dans notre développement, ce sont nos parents. C'est eux, en tous les cas, qui ont la charge de nous donner. De nous donner quoi? De nous donner nos premiers mots. C'est nos parents qui ont pour charge de nous apprendre à nous tenir correctement, de nous donner nos valeurs. Voilà, on est des agents de transmission quand on donne la vie, les parents. Et ça, normalement, ça dure jusqu'à la fin de nos propres vies en tant que parents. On est des modèles de nos enfants. Et ça, on ne peut pas se départir de ce rôle-là. Se départir de ce rôle en mettant notre enfant devant un écran, oui, un enfant pleure. Un enfant crie. Un enfant veut jouer. Un enfant demande de l'amour. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et lui donner un écran nous déresponsabilise complètement. Et après, c'est nous, en tant que parents, qui aurons de grandes difficultés. Notamment, comment? Comment on se rend compte que nos enfants, en fait, à un moment donné, tombent dans l'addiction? Parce que figure-toi qu'aujourd'hui, l'écran devient addictif. Ça devient très grave. Dans certaines régions du monde, il y a des cures de désintoxication de l'écran. C'est-à-dire que dans le monde qui nous entoure, certains pays même empêchent les enfants avant l'âge de 8 ans d'avoir un téléphone ou d'avoir un écran. C'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale. Mais nous, par contre, au Sénégal, je me rends compte qu'on a du mal à le saisir, même si aujourd'hui, quand même, les parents se rendent bien compte que leurs enfants, d'abord, ont des gros problèmes de sommeil. Ça, c'est un des premiers facteurs, j'allais dire, voilà, une des premières conséquences, en fait. Des problématiques de sommeil. Ton enfant est instable, il est excité.
Ils n'arrivent pas à s'endormir. Autre chose, c'est bien évidemment, et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est les problèmes d'apprentissage. Parce qu'en fait, si un enfant, par exemple, je dis n'importe quoi, dès qu'il peut se mettre assis, on lui met une chaîne YouTube avec des dessins animés, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est du contenu pour enfants, ça l'empêche de développer son langage. Parce que pendant 2 heures, 3 heures de temps, s'il est sur un écran, il ne parle pas, il ne s'exprime pas. Et c'est ces premières étapes de langage qui sont importantes pour l'apprentissage ensuite. Absolument. Donc, en fait, première chose, peut-être, j'allais dire, le manque de concentration et les difficultés d'apprentissage de nos enfants à l'école, les problématiques de sommeil, les problématiques aussi d'interaction avec les autres enfants. Voilà, quand un enfant est solitaire, isolé tout le temps, qu'il n'a pas d'amis en classe ou dans la cour de récréation, c'est aussi un symptôme, j'allais dire, de son addiction au téléphone, aux tablettes, etc. D'accord. Et aussi, l'addiction se reflète aussi par autre chose, parce que souvent, les parents te disent, je donne à l'enfant une tablette pour qu'il ne pleure pas. Comme ça, au moins, je sais qu'il va être calme pendant un laps de temps et je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Mais quand on lui enlève la tablette, l'enfant crie 4 fois plus. Pourquoi l'enfant crie 4 fois plus? Parce qu'il est addict. Il est addict à l'écran. Ouais. Absolument. Voilà, quelques signes. Oui, je pense que ça a été assez clair. Et ce qui est dommage avec les signes que tu viens de donner, c'est qu'on en voit quasiment chez tous les enfants. Actuellement, chez tous les enfants, on a ces signes-là. Si tu lui enlèves le téléphone ou l'ordinateur ou même la télévision, l'enfant commence à pleurer. Et les parents, je pense qu'ils ne mesurent même pas les impacts que ces écrans-là ont sur le développement de leurs enfants. Tout à l'heure, tu as parlé des enfants, de leur retard d'évolution sur tous les plans dans le milieu scolaire. Et on a engagé la responsabilité des parents, mais également il y a une responsabilité, je pense, Sandrine, pour les enseignants, en tout cas le corps professoral. Alors moi-même qui suis professeure, mais malheureusement, pas avec des enfants, mais avec des grands enfants, je dirais que quand, tu sais, c'est très compliqué. Le professeur n'est pas le parent. Tout à fait, bien sûr. Le professeur accueille l'enfant qui est éduqué par des parents. Donc, le professeur, en fait, est là pour inculquer un savoir à l'enfant. Maintenant, le professeur, malheureusement pour lui, parce que je les connais notamment, même moi, je rencontre des difficultés et je t'expliquerai après comment je fais avec mes grands enfants, moi qui sont niveau bac plus. Les professeurs, en fait, sont démunis par rapport à ça. Donc, ils essayent en fait de mettre en place des innovations pédagogiques, mais encore une fois, ces innovations pédagogiques doivent être portées par même le ministère de tutelle. En fait, c'est très compliqué, les innovations pédagogiques. Il y a un programme. Absolument. Donc, comment moi, je dirais pas que l'enseignant est responsable de ce que l'enfant fait chez lui et de la façon dont ses parents l'éduquent. Par contre, il est responsable une fois que l'enfant arrive dans sa salle. Voilà. Mais c'est là où ça devient complexe, parce qu'une fois que l'enfant arrive dans ta salle et que tu as une classe de 20 enfants qui ont passé 5 heures de temps devant une tablette la veille de l'école, accroche-toi pour pouvoir les rendre, comment dirais-je, attentifs à ce que tu veux leur transmettre. C'est très, très compliqué. Moi, j'ai des amis qui sont dans des écoles primaires et j'ai pu, de par mon intérêt en tous les cas pour cet impact du digital dans nos humanités, me rendre dans des salles, c'est très compliqué. Ces enfants-là aujourd'hui sont... Non, c'est pas du tout évident. C'est des gamins qui peuvent pas tenir 5 minutes assis, concentrés. Alors oui, on peut dire aux profs de rentrer aussi dans le même schéma. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'enseignante, à un moment donné, avec des plus grands, parce que là, je parle pas d'enfants, je parle d'adolescents et plus, de rentrer dans leur système. Mais ça, c'est une initiative personnelle. Et c'était pas encore d'enfants de CI, CP, etc. De me dire, OK, puisque les jeunes que j'encadre sont dans le digital, il faut que je sois dans le digital avec eux. Donc, j'ai créé des outils digitaux, des comptes digitaux, des réseaux sociaux pour être sûr que les jeunes qui sont en salle avec moi et qui sont grands puissent en tout cas avoir un minimum de savoir. Mais avec des petits, je peux t'assurer que
l'enseignant n'est pas responsable il n'est pas responsable. Il va être responsable de l'organisation de sa classe, de sa salle. Mais tu sais, un enseignant, toi-même, on est tous passés par l'école. Quand on rentre de l'école, on a des devoirs à faire. Qui encadre les devoirs? Naturellement, les parents. C'est les parents. En fait, tu remarques aujourd'hui, et je ne pense pas exagérer, qu'il y a très peu de parents qui passent du temps avec leur enfant pour faire les leçons. Très peu, très peu. Tu vois? Et en fait, encore une fois, l'enseignant, quand il arrive le lendemain, le pauvre, c'est une pression énorme. Oui. Parce qu'il en a beaucoup d'élèves à gérer. Donc, je pense qu'encore une fois, la conscience, elle doit être, la prise de conscience, elle doit être avant tout parentale. Tout à fait. Avant tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, pour les responsabilités des enseignants, moi, je parlais plus du côté, par exemple, si tu vois un élève dans son coin, dans la cour, il est tout le temps isolé, tout le temps seul, il n'aime pas les interactions humaines et autres, de voir, parce que aussi, comme tu as dit, c'est vrai, l'enseignant n'éduque pas, il instruit. L'éducation, c'est les parents qui doivent s'en charger et c'est leur rôle à eux. Mais dès l'instant que l'enfant passe le plus clair de son temps à l'école, le parent ne l'a que dans la soirée, les week-ends. Donc, ils peuvent travailler ensemble. Comme ça, l'enseignant va dire aux parents, bah, tel enfant, votre enfant, la matinée, je le vois dans la cour, il est tout le temps seul, isolé, il ne parle pas. En classe, il est au fond. Même si tu l'interroges, il répond en 2 mots, etc. Comme ça, le parent saura que mon enfant, il a des problèmes. Parle plus de ce côté-là. En fait, non, je comprends mieux ta question. Oui, non, mais oui, alors sur ça, oui, il n'y a pas de problématique. Hein, oui, bien sûr, ça, je n'avais pas saisi le sens de ta question, je m'excuse, mais en effet, les enseignants doivent interpeller les parents sur les comportements de leurs enfants, et ils le font. Et aux parents aussi, s'ils n'ont pas de retour de l'enseignant, de l'interpeller. Comment se comporte mon enfant? Est-ce que vous remarquez des choses bizarres dans son comportement? Et notamment sur le harcèlement. Ce que tu viens de dire là, notamment aussi, c'est très important, et les enseignants ont un rôle clé sur ça à jouer. C'est en effet de regarder et de suivre leurs enfants, leur classe, à l'extérieur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, alors c'est pas forcément avec les petits, mais dès le collège, lycée, les jeunes se maltraitent. C'est-à-dire que l'outil digital devient un endroit d'harcèlement. Le harcèlement se fait dans le réel, dans les classes, avec le cyberharcèlement, sur lequel d'ailleurs j'ai fait un ouvrage l'année dernière, parce qu'en fait c'est un phénomène qui grandit au Sénégal et qui pousse certains jeunes, ce dont on ne parle très peu, mais à se suicider. Et c'est très tabou au Sénégal, mais on a des cas de suicide dont on ne parle pas, parce qu'en effet, c'est un sujet très tabou, mais c'est en général et très souvent dû à un harcèlement subi par l'enfant, par ses camarades ou par des jeunes qui fréquentent l'établissement dans lequel il est. Ça, c'est quand ils sont un peu plus grands, au collège, lycée. Donc ça, l'enseignant et l'équipe pédagogique dans son ensemble, l'équipe de direction de l'établissement doivent être hyper vigilants, et je peux t'assurer que au Sénégal aujourd'hui, en tous les cas, au niveau du ministère, mais au niveau aussi des inspections d'académie, les gens en sont de plus en plus conscients et sont très, très, très regardants. Voilà, très, très regardants. Maintenant, j'interpelle aussi les parents sur le fait que s'ils n'ont pas de retour des enseignants, il faut leur demander. Il faut leur demander. Relancer. Et puis, le gamin harcelé, ça se voit aussi. Hein. C'est aussi, voilà, le repli sur soi peut être un signe de problématiques rencontrées à l'école, de maltraitance. La maltraitance, elle est physique et elle est aussi morale. Voilà. Et ça, oui, je pourrais en parler des heures parce que c'est assez grave. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on ne mesure même pas l'importance ni les impacts d'Internet sur les enfants. Surtout, comme tu l'as dit au départ, personne n'y est préparé, ni les parents, ni les enfants. Donc, ils ne connaissent même pas la vraie valeur des outils qu'ils utilisent. Et c'est la raison pour laquelle la plupart l'utilisent négativement.
Et Ouais. comme tu as parlé tout à l'heure déjà de relancer les professeurs, ça nous vient à parler des rôles vraiment des parents. C'est vrai qu'on en a Mhm. parlé depuis le début de leurs responsabilités et tout, mais qu'est-ce que le parent aujourd'hui peut mettre en place, des pratiques qu'il peut mettre en place pour éviter que son enfant utilise excessivement l'écran. Parce que si on prend en compte la structuration actuelle de notre société, notamment les jeunes Mhm. parents qui travaillent de 8 heures à 17 heures, 19 heures, tu passes le plus clair de ton temps au bureau et pas avec ton enfant. Ouais. Donc, la plupart du temps, l'enfant est avec soit avec son nounou, soit avec, Mhm. soit à l'école, et cetera. Donc, tu n'as pas vraiment Ouais. une mainmise sur l'éducation de ton enfant. Mais quelles pratiques Ouais. ces parents-là peuvent mettre en place pour, contrôler, en quelque sorte, l'utilisation d'écran de leurs enfants? Ouais. Écoute, ça, c'est nos nouveaux modes de vie Mmh. qui fait qu'en effet, les parents sont très pris par leur charge professionnelle, par Mmh. leur emploi du temps très chargé. Mmh. Et en effet, la confiance qu'on a et qu'on met quand on met notre enfant d'abord à l'école et ensuite entre les mains de sa nounou. Mmh. Et la nounou elle-même, alors c'est là où les parents ont à faire un grand travail avec la nounou, puisque Mmh. la problématique aujourd'hui des nounous, c'est qu'elles-mêmes, elles sont hyper connectées, donc elles ne regardent même pas l'enfant. Tout à Parfois fait. même, il y a eu des gros problèmes d'accidents. Moi, j'ai un ami qui a Mmh. perdu un enfant comme ça. Alors, c'est très, très glauque, mais Mmh. il a perdu sa fille parce que son enfant est rentré dans la cuisine au moment où, en effet, il y avait une casserole avec de l'huile à l'intérieur et que la nounou était sur son téléphone. Bref. Et Mmh. ça, c'est des accidents domestiques qui se passent. Voilà. Là, Mmh. en tous les cas, c'était à cause d'une addiction de la nounou au téléphone, Mmh. tout le temps connecté. Mmh. Moi, ce que je conseille aux parents qui Mmh. ont ces charges d'horaires très lourdes, Mmh. c'est d'avoir d'abord une connexion Internet Mmh. coupée à certaines heures. Je m'explique. D'accord. Si ton enfant rentre à 17 heures de Mmh. l'école et que toi, tu n'es pas encore rentré, si l'enfant va à l'école et qu'il rentre à 16 heures, Mmh. il faut installer en fait des plages horaires de connexion et de déconnexion. Mmh. C'est-à-dire que moi, le conseil que je donne, c'est simple. Puisqu'on est Mmh. conscient que dans la maison, même la nounou va passer son temps à se connecter, Mmh. c'est parce qu'il y a la Wi-Fi chez nous. Eh bien, moi, Oui, j'enlève le boîtier de la Wi-Fi. oui. Mmh. Mmh. Voilà. Très C'est bien. tout simple, mais en fait, et j'explique. Et j'explique Mmh. le pourquoi. Mmh. Voilà, quand tu dois garder mon enfant ou quand tu dois veiller sur ma maison, tu ne dois pas être 100% connecté. Par contre, quand Mmh. je rentre le soir, que tout le monde est à la maison, on remet Mmh. la connexion. Oui. On remet la connexion. Parce que de toute façon, si tu dois veiller sur mes enfants, c'est parce que tu es libre de veiller Mmh. sur eux. Si tu Bien es sûr. connecté, tu n'es pas libre. Et tu es, en tous les cas, tu travailles avec moi dans ma maison pour gérer mes enfants. Ça, c'est un. Mmh. Et ça aussi, et l'expliquer aux enfants que voilà, la connexion Internet de telle heure à telle heure, ben, il n'y en aura pas. Ça, Et c'est la première chose. mmh. Et c'est tout bête à faire, hein. C'est Mmh. enlever le boîtier. Mmh. Mmh. Maintenant, voilà. Tu vois, c'est un truc tout bête. Ah, mais c'est ça en vaut la peine. Mmh. Oui, oui, ça en vaut vraiment la peine. Moi, je Ça en le vaut fais, la hein. peine. Ça en Moi, vaut la peine. j'avoue que je le faisais. Ma fille maintenant est grande, mais je le faisais, j'enlevais Mmh. le boîtier. Tout à fait. On est tous là pour réaliser quelque chose le temps que mes parents, que moi je suis au travail, toi tu t'occupes de ma maison, tu t'occupes de mon enfant, donc il n'y a pas de connexion. Ça, c'est un. D'accord. Autre chose aussi à privilégier, c'est les activités hors école. Notamment, je pense aux journées comme le mercredi. Mmh. Pour moi, le mercredi, c'est l'opportunité pour nous, Mmh. en tant que parents, de développer la créativité de nos enfants, de développer les activités sportives. Nos enfants sont de plus en plus enfermés. Mmh. Alors oui, si on parle de Dakar, c'est très compliqué Mmh. parce qu'il y a les bouchons, parce que Dakar nous étouffe. Mais Mmh. il faut faire en sorte que nos enfants fassent des activités sportives. Absolument. Alors, c'est pas, alors tous les parents peuvent pas le faire. Ça demande une certaine logistique et ça a aussi un coût financier. Mmh. Mmh. Mais à défaut d'organiser, de faire en sorte que mon enfant ait une activité sportive, Mmh. eh bien, si on a confiance, bien sûr, en la personne qui garde mon enfant, Mmh. c'est d'amener mon enfant sur des lieux, je sais pas moi, au bord de plage. On est quand même, si on parle de Dakar, où Oui, on est quand même dans une presqu'île où il y a la presque. mer, où il y a la plage. Oui, oui. Voilà, il y a l'opportunité Mmh. en tous les cas d'aller dans des espaces où les enfants peuvent jouer. Mmh. Faire en sorte aussi d'inviter les camarades de nos enfants. Mmh. Toujours aussi si on a confiance de la personne qui a
la maison, mais que quand ils rentrent de l'école, par exemple, le mercredi, ils rentrent avec 1 ou 2 camarades. Et comme ça, ils jouent. D'accord. Et surtout, ils jouent parce qu'il n'y a pas de connexion, puisque la connexion n'est pas dans la maison la journée. La connexion, c'est le soir. Tout à fait. Privilégier les activités, Mhm. voilà, les activités dehors, privilégier les activités en lien avec d'autres enfants. Et Mhm. puis, encore une fois, donner Mhm. des règles. On est les parents, on a des règles. Dans toute maison, il y a des règles. Mhm. Et cette première règle, c'est de telle heure à telle heure, pas de connexion. Mhm. Parce que je ne suis pas là. En tant que parent, je ne suis pas là. Donc, je ne peux pas contrôler ce que tu regardes. Mhm. Je ne peux pas aussi contrôler ce que regarde la nounou. Super, oui, Voilà. absolument. Et on revient au contenu. On revient au contenu parce que la nounou n'a pas l'âge de nos enfants. Quel contenu elle regarde, elle, pendant que nos enfants sont à ses côtés? Mhm. Et oui, j'ai Mhm. des histoires parfois un peu glauques à raconter que je tairai aujourd'hui. Mais Mhm. on ne sait pas ce qu'elles regardent, on ne sait pas ce qu'elles font sur le net. Absolument. Donc, Mhm. voilà. D'autant plus qu'au Sénégal, Activité en doigt, là. la plupart des nounous ne sont pas instruites. Donc, elles ne savent pas comment utiliser l'écran. Elles viennent, elles l'utilisent comme elles l'entendent, ou comme elles voient les autres l'utiliser. Et tu vois, par rapport à ça, je pense qu'aussi, quand on fait rentrer quelqu'un chez soi, Mhm. alors si nous-mêmes, on ne maîtrise pas l'outil, Mhm. je pense que tout parent doit d'abord maîtriser un minima l'outil. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plusieurs ressources sur le net Mhm. qui nous permettent, en tous les cas, de nous auto-former à l'outil digital, sans forcément être accro. Parce que, attention, nous aussi, hein, c'est-à-dire que les parents sont des donneurs de leçons, mais eux-mêmes, quand ils rentrent du boulot, la première chose qu'ils font, c'est de regarder leur téléphone. Et Absolument. en tant que parents aussi, on doit, on doit Mhm. montrer l'exemple encore. Et quand Mhm. on rentre le soir du boulot, eh ben, Mhm. on éteint tout parce que nous-mêmes, en tant que parents, la journée, on a passé notre temps sur nos ordis. Tout à Donc fait. le soir, Mhm. on, on déconnecte tous, on Mhm. déconnecte et on Mhm. passe un temps ensemble. Souvent, on Absolument. dit qu'on n'a pas le temps. Le Mhm. temps, en fait, c'est pas 5 heures de temps par jour. Le temps, Mhm. ça peut être 5 minutes. Oui. Déjà 5 minutes, Mhm. c'est déjà du temps. Mhm. Et Mhm. en 5 minutes de qualité, tu peux Mhm. impacter sur ton enfant. Bien sûr. En 5 minutes. Un échange de qualité n'est pas sur plusieurs heures. Un Mhm. échange de qualité se joue en quelques minutes parfois. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je pense que c'est des pratiques, je suis sûre que si les parents l'entendent, ils vont mettre ça en place chez eux et essayer de l'appliquer pour le bien-être de leurs enfants. Parce que j'ai l'impression que la plupart des parents veulent bien faire, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne s'y connaissent pas. Mhm. La plupart d'entre eux sont nés, comme tu as dit tout à l'heure, au début, sont des natifs du digital. Ils sont nés comme Ouais. ça, ils connaissent pas vraiment les enjeux du digital. Ils pensent qu'ils font bien en exposant leurs enfants Ouais. devant les écrans. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du rôle des enseignants ou du corps professoral, bien vrai que la responsabilité principale incombe aux parents, mais Mhm. il y a également des professionnels de la santé mentale, physique et de l'éducation pour les enfants. Est-ce que ces derniers peuvent intervenir d'une quelconque manière que ce soit Mhm. dans la sensibilisation, en tout cas pour aider les familles, les parents à gérer l'utilisation des écrans chez les enfants? Oui, bien sûr. Alors, tu sais, ça, c'est notamment pendant les visites médicales que les professionnels de santé peuvent interpeller les parents, notamment par rapport aux problèmes de vue et de Mhm, réflexe. mhm, L'enfant, en fait, qui passe trop de temps sur un écran a des problèmes de vue. d'accord. Mhm, Donc, ouais, parce qu'en fait, plus vite on est exposé aux écrans, plus vite notre vue, en tout cas, se réduit pas, hein. L'enfant va pas avoir sa vue réduite, mais il va avoir des problèmes de, comment on appelle, de concentration des yeux sur, par exemple, tu sais, quand on nous mhm. fait les tests de l'alphabet A, B, Oui, C, oui, D, oui, oui, tu vois, oui, oui, oui. l'enfant Mhm, a mhm, beaucoup de mal à se mhm. concentrer sur une lettre. D'accord. Donc, il aura ce problème-là. Mhm, Problème aussi de réflexe. mhm, Ça aussi, ça se voit pendant les visites médicales. mhm, Les réflexes, alors, c'est souvent par le jeu. Quand c'est des petits enfants, le mhm, médecin fait très souvent jouer l'enfant avec des jeux, avec mhm. comment dire, des images, des choses comme ça, ou alors avec des ballons, des ballons.
Moi, j'ai vu cette expérience-là où le médecin avait 2 petites balles et lançait la balle à l'enfant. Et l'enfant, en fait, ses réflexes n'étaient pas, comme il n'arrivait Automatique. pas à se concentrer, c'était pas automatique. Donc, en fait, oui, les professionnels peuvent le voir et ils peuvent voir aussi l'addiction. Ça aussi, ça peut se voir aussi. Notamment, ça, j'ai une amie qui est pédiatre et ça, elle me dit que c'est quelque chose de fou dans sa, comment on appelle, salle d'attente. Les enfants sont sur des tablettes. D'accord. Les parents qui en, voilà, bon, c'est une des pédiatres de Dakar, c'est peut-être pas dans toutes les pédiatries de Dakar, mais en tous les cas, elle l'a noté chez elle, que les parents, quand ils arrivent, il y a une salle de jeu. Il y a une salle de jeu dans la salle d'attente. Ben, les parents, en fait, ne mettent pas les enfants dans la salle de jeu, gardent leurs enfants avec eux et les mettent devant le téléphone. Et elle remarque les 2 catégories de parents. Les parents qui, en effet, laissent leurs enfants jouer et les parents qui restent avec leurs enfants sur le téléphone. Et c'est là où on voit l'addiction, comme je disais tout à l'heure. Quand ils rentrent pour faire l'examen médical, l'enfant ne veut pas quitter le téléphone. Oui. Et l'enfant, quand elle ausculte l'enfant, comme il pleure, la mère laisse le téléphone. Donc, c'est quelque chose de fou. Donc là, en fait, elle m'explique, et je pense qu'ils sont nombreux les pédiatres à le faire, que dans ces moments-là aussi, elle l'explique aux parents, les enjeux du digital et des écrans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, c'est quelque chose de tout nouveau. Oui. C'est quelque chose de vraiment nouveau et que là où les parents sont dépassés, le corps médical est aussi dépassé. Quand on a fait un travail, nous, sur le cyberharcèlement, ce qu'on a vu dans ce travail, c'est pas de ta faute. Après, je t'enverrai les liens, peut-être que tu pourras les mettre en lien dans le podcast, je sais pas où. Oui. Voilà, tu pourras mettre les liens pour les auditeurs. Tout à fait. On a rencontré notamment l'hôpital de Tiaroy qui traite l'addiction, qui traite l'addiction à l'alcool, qui traite l'addiction à la drogue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'addiction au téléphone, c'est du même ordre. D'accord. C'est du même ordre. C'est biologique. Ça devient biologique. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mes salles de classe, quand je demande à des étudiants et à des étudiantes de me donner leur téléphone avant d'entrer en salle, j'ai des jeunes femmes qui tombent en crise d'épilepsie. C'est grave. C'est grave. Et en fait, voilà, non, c'est grave. Mais ça, en fait, tout le monde est dépassé. Si on regarde, si on bench un peu dans les pratiques d'ailleurs, en tous les cas, en Europe, aux États-Unis, etc., les gens en sont conscients. C'est pour ça que maintenant, il y a des cures. Et quand je parlais avec un des médecins de l'hôpital de Tiaroy, parce que quand on parlait du cyberharcèlement, elle nous expliquait qu'il y a de plus en plus de parents qui viennent pour parler de ça aux médecins. Mais les médecins ne sont pas formés à cette forme d'addiction. Et en fait, c'est comme un drogué, en fait. C'est progressif. C'est progressif. Mais c'est fou, hein, c'est des montées d'adrénaline, de dopamine, en fait. Ça devient biologique. Le téléphone, l'écran devient une partie de ton corps. Oui. Chez certains. Il y en a, ils sont 5 minutes sur leur téléphone, mais ils deviennent fous. Ils deviennent fous. On s'en est rendu compte quand au Sénégal, on a coupé l'Internet. Voilà, bah, tu vois. Ouais. C'était catastrophique chez les jeunes. Mais voilà, et puis il faut voir les petits de 3 ans. Et quand il n'y a plus de connexion, que leur petite chaîne YouTube ne marche plus, moi j'ai vu des gamins qui rentrent dans des états de crise difficiles. C'est grave. Donc en fait aujourd'hui, je pense qu'on en est tous conscients, mais je pense qu'on doit tous se former et il doit vraiment y avoir une volonté des ministères de tutelle pour former les médecins. En tous les cas, je connais des praticiens qui sont un minimum formés, et en tout cas qui peuvent travailler à la sensibilisation des parents. En fait, je pense que c'est avant tout les parents qu'on doit éduquer, parce que c'est les parents après qui transmettent à leurs enfants. Donc, on doit vraiment accompagner au maximum les parents. D'accord. Accompagner au maximum les parents. Parfait. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Chacun a un rôle à jouer, que ce soit les parents, que ce soit l'inspecteur, que ce soit les professionnels de la santé, pédiatres, pédopsychologues, etc. Tout le monde a un rôle à jouer pour sensibiliser, montrer vraiment les dangers que les enfants encourent en étant constamment au contact de l'écran. Tout à l'heure, tu es revenu sur les alternatives que les parents peuvent mettre en place pour remplacer l'écran. Je pense qu'ils peuvent en revenir et tout. Mais
comme on est dans un pays où il faudra tout dire, on n'a pas, je suis sûre que tu vas revenir là-dessus, Sandrine. On ne dit pas que l'écran est à 100% négatif. Donc, Oui. il y a une partie positive, une partie négative. C'est vrai que pour les enfants, il ne faudra pas tout le temps les exposer, mais comment les parents, en tout cas toutes les personnes qui entourent l'enfant, peuvent utiliser l'écran de manière éducative et bénéfique pour le développement de l'enfant. Oui, ouais. Écoute, c'est vrai que depuis le début du podcast, on insiste sur le côté un peu négatif, addictif du digital, mais c'est aussi une opportunité énorme de développement justement, j'allais dire de développement éducatif. En fait, à partir du moment où on met le téléphone ou l'écran pour calmer l'enfant, on va calmer l'enfant avec du contenu qui n'est pas forcément adapté. L'idée, c'est juste de le calmer. Mais on peut aujourd'hui, je pense, en interpellant les parents et la communauté éducative dans son ensemble, si on se forme nous-mêmes en tant que parents à l'outil digital, on peut se rendre compte qu'en effet, cet outil digital est énorme en termes d'opportunités, de connaissances et de développement. Encore faudrait-il qu'on connaisse et qu'on cherche ces programmes, parce qu'en effet, on peut choisir vraiment, on a l'opportunité aujourd'hui de choisir du contenu du contenu pour et adapté à nos enfants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur toutes les chaînes YouTube ou sites Internet, il y a des indications justement sur les contenus adaptés à telle tranche d'âge, à telle tranche d'âge. À telle tranche d'âge, par exemple, je dis n'importe quoi, on rentre au CI, l'apprentissage de l'alphabet, par exemple, est à la fois ludique et à la fois éducatif. On peut, et j'ai vu, moi, de nombreux outils sur le net, avoir l'opportunité de développer les connaissances de nos enfants grâce à des applications, à des jeux, à des programmes qui sont purement éducatifs. Donc, en fait, cet outil digital peut en effet permettre à un enfant qui ne comprend pas comment fonctionne l'addition, qui n'arrive pas à faire 1 plus 1. Moi, j'ai vu des outils aujourd'hui qui permettent à l'enfant de calculer. Donc, en fait, il faut qu'on soit aussi conscient que cet outil fait partie de notre quotidien et que notre enfant a intérêt aussi de le connaître. Parce qu'il n'est pas aussi question d'enlever complètement tous les écrans. Parce que de fait, aujourd'hui, un enfant qui n'est pas dans les écrans va rencontrer des difficultés aussi de ne pas y être. C'est pour ça que c'est très limite en fait. Mais en tous les cas, les écrans peuvent être utilisés de manière éducative si on choisit du contenu approprié à l'âge de nos enfants. Alors, il y a les applications, les jeux, des programmes éducatifs qui peuvent en effet renforcer à la fois ses compétences cognitives et académiques. Donc, ça peut être un outil. Aussi, on peut utiliser les écrans pour des activités d'apprentissage interactif. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, en début de podcast, je parlais des problèmes d'interaction sociale avec nos enfants quand ils vont à l'école et qu'ils ont des problèmes pour être en lien avec leurs camarades. Il faut se dire aussi qu'on a des applications interactives dans le digital qui demanderont une présence quand même, notre présence, parce qu'il y a des jeux aujourd'hui. Par exemple, moi, je suis ici à Norfoire, toi, tu es à Wakam. On peut être en lien grâce au digital, jouer, échanger. Il y a toutes ces applications aussi qui nous permettent de créer du lien entre nous avant qu'on se retrouve en salle le lendemain matin. Mais ça aussi, ça demande quand même de l'équilibre et du contrôle parental. Voilà. Autant le digital nous désocialise et nous coupe du savoir, autant il peut hyper nous socialiser et nous apprendre beaucoup. Absolument. Si tant est qu'on a... Absolument, absolument. Et je pense que le maître mot durant tout ce podcast, avec tous les éléments que tu as mis en avant, c'est la formation. La formation des parents, la formation des enseignants, la formation en tout cas de toutes les personnes qui interviennent sur l'éducation de l'enfant. Se former pour savoir comment utiliser l'écran, quand est-ce qu'on doit l'utiliser, quel est le temps minimum que l'enfant doit passer devant l'écran, à quel âge, c'est-à-dire avoir vraiment des formations pour les parents, faire autant de podcasts possibles. Je suis sûre que tu t'actives
fréquemment dans tout ce qui touche les enfants et autres et vraiment s'activer, former tout le monde pour qu'ils sachent que l'enfant doit utiliser Internet. On est dans une ère digitale. On ne doit pas l'exclure dans son éducation, mais on doit pouvoir contrôler cette utilisation-là afin qu'elle ne soit pas néfaste au développement de l'enfant. Exactement. Exactement. Et, et si tu me permets de dire encore un petit mot, parce que notre podcast va bientôt se terminer, j'aimerais aussi insister sur autre chose. J'aimerais insister sur l'image de notre enfant. J'inviterai les parents et les auditeurs à éviter d'utiliser les réseaux sociaux et de mettre des photos de leurs enfants dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est très important. Notre enfant, son image est la sienne. L'image de notre enfant n'est pas la nôtre. Si nous, on se met en scène dans les réseaux sociaux, cela nous regarde. C'est notre identité, c'est notre image. L'image de notre enfant n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Plus vite on va mettre nos enfants dans les réseaux sociaux, plus vite aussi il aura envie d'en faire partie. Sans être construit, sans avoir une identité propre, il va se perdre dans les réseaux sociaux et c'est ce que je vis aujourd'hui avec des grands enfants qui se perdent parce qu'en fait très tôt, alors ça vient pas de leurs parents, mais très tôt eux déjà, en tant qu'adolescents, se sont mis dans les réseaux et ça crée vraiment des grosses problématiques qu'il faudra gérer après, des problématiques familiales et sociétales. Nos enfants postés sont, même si on les poste dans un groupe ou sur un réseau social avec des amis, attention au danger. Au danger, voilà. On développe d'abord cette volonté de se montrer, donc on développe parfois des égos et surtout on donne de la matière aux pédocriminels qui sont présents dans les réseaux à la quête d'images d'enfants. Voilà, l'image de nos enfants ne nous appartient pas. Absolument. C'est son image. Absolument. Voilà. Absolument. L'enfant a son image, le parent a son image. Je pense que c'est très important de mettre l'accent sur ce point-là parce qu'on voit que beaucoup de parents, je ne sais pas quel terme utiliser, utilisent en tout cas l'image de leurs enfants pour se faire un nom, pour se faire une histoire, alors qu'ils n'ont pas le droit. Non. Ce point-là revient à l'enfant qui, une fois adulte, pourra prendre la décision de se mettre sur les réseaux sociaux, de s'afficher ou pas. Donc, en tant que parent également, il faudra laisser la décision, cette décision-là à l'enfant, une fois majeur, de pouvoir la prendre sans pour autant lui imposer une présence dès l'enfance sur Internet. Je pense que c'est très important d'avoir l'accent sur ce point-là, Sandrine. On arrive à la fin de notre podcast, de ce premier numéro très, très intéressant avec Sandrine Lomar, psychosociologue et directrice de la Soft Skills Academy du groupe ISM, qui nous a parlé aujourd'hui du danger de l'écran pour le développement de l'enfant, qui nous a parlé de tout ce qu'encourt l'enfant s'il est exposé devant l'écran, les responsabilités que les parents ont, les responsabilités que les enseignants, le corps éducatif a, les responsabilités que les personnels de la santé ont et surtout a mis l'accent sur la formation des parents. Je pense que c'était très intéressant, Sandrine. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ce savoir que tu nous as donné qui permettra aux parents de mieux s'organiser, de mieux comprendre les dangers auxquels sont exposés leurs enfants devant l'écran. Je te laisse dire le mot de la fin et voilà, on se dit à merci beaucoup, Fatou. Alors, pour le mot de la fin, je dirais tout simplement réinitialisons-nous. C'est un peu mon leitmotiv. Alors, autour de la réinitialisation, j'invite chacun à revenir à son identité première, à notre humanité. Et en fait, peut-être conclure avec les mots de l'introduction. Quand on est parent et qu'on donne la vie, on a vraiment une responsabilité. Ce petit être qui arrive dans nos vies a besoin de nous et aura besoin de nous jusqu'à la fin de notre présence à ses côtés. Donc, lui donne pas un outil dangereux, donnons-lui un outil que nous-mêmes nous maîtrisons avant de lui mettre entre les mains.
Et pas d'écran avant l'âge de 3 ans, s'il vous plaît. Pas d'écran avant l'âge de 3 ans. Surtout. Voilà mon mot de la fin. Et merci à tous. Merci Fatou. Merci pour la confiance. Merci vraiment. Merci. Merci Sandrine. Merci auditeurs, auditrices. Nous vous reviendrons dans un mois pour une autre thématique qui parlera de l'enfant, des parents. Et le podcast, n'oubliez pas, s'appelle Connaissez votre rôle de soldat. Avec ce podcast-là, vous serez un meilleur parent. Merci Sandrine. Merci chères auditrices, chers auditeurs. Et à très bientôt. À bientôt.